Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Eh oui, de retour après le podcast live. Honnêtement, je crois que non. Je crois qu'on en a rien à foutre, rien à taper. C'est dommage, mais c'est ce que je pense. À toi, Nico. Écoute, je suis pas du tout d'accord avec toi. Du mois de septembre qui a fait des remous. Et ça vous étonne? J'ai envie de vous dire. Comment t'expliquer comme De La Hoya, tu vois, c'est un peu le Dark Vador de la boxe, tu vois. Merci encore de l'avoir autant partagé. De retour pour une chronique. Alors normalement la chronique qui devait arriver, comme je vous l'avais dit dans le podcast live, cela devait concerner le sujet du boxing business. Il y aurait beaucoup de choses à dire. On fera peut-être une autre émission spécialement boxing business, comme on en parlait au début. Parce que dans boxing business, cette année 2017, il y a eu beaucoup de changements. Des changements de boxeurs qui changent de promoteurs, les promoteurs qui changent de diffuseurs, et ça crée des remous-ménages, ça crée un nouveau tableau des forces en présence. Mais comment vous dire, après plus de 60 vidéos sur la chaîne, ce fut la première vidéo qui fut impossible pour moi à écrire. Pourquoi ? Pas parce que je n'avais pas les informations, mais simplement parce que c'est chiant. Simplement parce que je m'ennuie, simplement parce que j'ai envie de mourir. C'est vraiment trop chiant. On va parler un petit peu de boxe et on va laisser les problèmes de promoteurs à eux. Nous sommes des fans de boxe, ils ont qu'à se débrouiller. Prenez votre costard, votre bite et votre couteau et ramenez vos fesses. Merci. Okay. Bouge ton cul. Qu'est-ce qu'il nous reste en boxe après une année aussi exceptionnelle, l'année 2017, pour rêver? Et oui, c'est la nouvelle question que je me pose. Peut-on encore avoir des combats de rêve? Puisque j'ai l'impression que l'année 2017 nous a pratiquement tout donné. C'est une année exceptionnelle, une année de qualité qui restera dans les annales, dans les mémoires de tous. Et finalement, on se retrouve assez sec quand on pense, allez, quel est le prochain sommet que j'attends? Voilà, alors on attend tous bien sûr des revanches, notamment Canelo contre Triple G, on attend tous cette revanche, mais le fait est que ce combat a bien eu lieu en 2017 et que 2017 a délivré la marchandise, comme on dit ici. Alors, en termes de grands combats, je pense que un seul peut tout de suite nous venir en tête et mettre tout le monde, toute la communauté d'accord. Ça sera le fameux duel des poids lourds entre Anthony Joshua et Deontay Wilder. Finalement, il faut, je pense, regarder plus loin que 2018. Je pense que l'année 2017, on arrivait de façon surprenante à un paroxysme qui nous fait le plus grand bien, mais il va falloir sortir de cette année-là, il va falloir se remettre en marche et proposer la même qualité année après année. Je pense que c'est pas possible, mais je pense que il va falloir regarder vers la fin de la décennie, vers 2019-2020, pour avoir des grands combats qui vont nous faire péter un boulard, et je crois qu'ils vont arriver, puisque maintenant aussi il faut qu'on garde un œil sur les prospects, c'est-à-dire ceux qui débutent leur carrière professionnelle. Il y a des noms qui émergent, puisque ils ont fait leur gamme en amateur, c'était déjà des noms, ils ont réussi à avoir un bon promoteur derrière eux, donc ils sont sur une lancée, ils sont sur un chemin tout tracé pour le succès chez les professionnels. Et je vois dans 2 ans, 2-3 ans, je vois de grands combats qui arrivent, et notamment, on va dire 3 combats qui, dans les prochaines années, nous feront débattre, nous feront beaucoup parler, nous feront nous lever dans la nuit et nous disputer avec nos collègues à l'entraînement. Alors, je vois une chose, on peut partir de la catégorie la plus basse à la catégorie la plus haute. Dans ces 3 combats que je vois pour 2020, allez, disons que ça sera les 3 sommets de 2020. Voilà,
imaginons, faisons de la prospection, la prospective, imaginons, eh bien, un combat, alors, quelle catégorie exacte il se fera, puisque ça, je pense que ça se fera chez les plumes, les super plumes, peut-être les légers, mais je pense qu'on va dire entre les plumes et les super plumes, un duel énorme qui va se faire, puisqu'ils en parlent déjà. Et ben, ce duel, ça sera l'Irlandais Michael Conlan, qui vient d'une famille de boxeurs, le fameux est célèbre pour le fameux middle finger qu'il a fait à tous les juges des Jeux Olympiques quand il s'est fait voler en 2016 à Rio, contre un autre boxeur aussi qui, pour moi, s'est fait voler à Rio, très jeune aussi, lui aussi, Shakur Stevenson. Voilà. Alors ces deux-là, j'attends avec impatience ce combat. Il va arriver pas maintenant. Il faut qu'ils soient encore plus aguerris chez les professionnels pour se rencontrer. Voilà, on va pas faire rencontre, on va pas tuer dans l'œuf un futur sommet en les faisant se rencontrer trop tôt. Bien sûr qu'ils vont attendre d'avoir une vingtaine de combats pro pour s'affronter, mais ils s'affronteront. Ils s'affronteront d'autant plus facilement qu'ils sont signés par le même promoteur, Bob Arum de Top Rank, qui, malgré son âge et malgré tous les reproches qu'on peut lui faire, hein, c'est pas un saint, ça reste un promoteur de boxe. Il a un nez et un flair incroyable pour réussir à toujours signer des prospects qui seront des mastodontes du boxing business quelques années plus tard. Ce mec a un flair incroyable. Oscar de la Hoya, c'est lui qui l'a fait chez les professionnels. Floyd Mayweather aussi, avant que l'un et l'autre se libèrent de lui ou prennent d'autres chemins. Voilà, la carrière américaine de Pacquiao, c'est lui, et tant d'autres. Enfin voilà, Top Rank, on peut pas faire plus légendaire en termes de promotion boxe que Bob Arum, et il faut bien admettre que son travail est toujours très bien fait. Eh bien, il continue à faire un très très bon travail avec ses deux prospects. Il boxe beaucoup, toujours en sous-carte des grands noms de Top Rank, c'est-à-dire Terence Crawford, le petit Oscar Valdez, qui devient un nom dans cette compagnie, Lomachenko. Ils boxent en sous-carte à chaque fois, c'est-à-dire donc ils sont sur un bon rythme. Pour l'instant, l'année n'est pas finie et je pense qu'ils vont finir pour leur première année professionnelle à 5 combats. C'est bien, on peut faire plus, il y en a qui ont fait plus, mais 5 combats c'est un très bon rythme, on est sur des très très bonnes bases. Voilà, je pense qu'ils en feront même ils vont même accélérer comme il se fait dans la deuxième année. Donc 5 combats quand on sait que d'autres noms énormes qui ont gagné les médailles olympiques n'en sont qu'à 2, c'est pas mal. Voilà, puisque on peut parier de façon que Shakur ou Michael Conlan vont boxer en sous-carte de Lomachenko et Rigondo, et certainement d'une autre soirée Top Rank qui aura lieu en novembre. Donc ils seront à 5 combats. Ce combat sera magnifique. Je mets ma main à couper dès maintenant que ce combat sera magnifique. Pourquoi ? Ils ont une rivalité qui remonte à leur jeunesse, vraiment à leur adolescence. Voilà, il y a plusieurs années, quand ils étaient chez les amateurs, ils ont boxé dans toutes les tournois amateurs possibles d'imaginer dans le monde. Ils ont parcouru le monde et ils se sont toujours rencontrés. Voilà, ils ont une rivalité qui tient de là. Je pense, ils ont un respect sportif, mais je crois qu'ils veulent absolument découdre et ils refusent l'idée de perdre l'un contre l'autre. Donc ça va être juste énorme, ces deux-là. Ça va être énorme, ça boxe bien, ça travaille très bien, c'est propre. Ils commencent à avoir
les rouages de la boxe amateur. Je pense que aujourd'hui, le frérot Colon a un avantage puisque je le vois et je le sens de plus en plus à l'aise dans sa boxe professionnelle, à chercher le KO, etc. Et je pense que c'est lui qui va avoir les combats les plus durs en premier. Shakur Stevenson est encore dans une phase d'adaptation, un petit peu plus de mal à finir des combats. Je pense que quand c'est les premiers combats amateurs, il faut finir les combats, c'est une règle. Finir ses combats au deuxième, troisième round, ça va être une règle. Floyd Mayweather ne faisait que ça dans ses premiers combats. Il savait finir un combat. Et donc, Shakur, lui, est encore en mode adaptation. Il commence à prendre du retard à mes yeux. Même si je trouve sa boxe très belle à voir. C'est très fluide, c'est très beau. Les mouvements, c'est très scolaire, mais c'est justement bien parce que tu apprends beaucoup en regardant ce petit jeune, ça travaille très, très bien. Et derrière là aussi, il y a Andre Ward qui l'a signé, c'est-à-dire Andre Ward est le manager, Bob Arum est le promoteur. Voilà, donc le mec il y a un formatage qui est fait pour le succès et vraiment, il faudrait des contre-performances énormes pour que le succès n'arrive pas pour lui. Michael Collins, je parie sur son succès vraiment parce que je le vois beaucoup plus fort, je le vois beaucoup plus strong comme on dit, déjà maintenant. Mais ce combat arrivera certainement autour de 2020 et ça sera un énorme sommet. Ça sera un énorme sommet de boxe. Ensuite, énorme sommet de boxe qui devrait arriver et là on est dans un duel de génération chez les mi-lourds. Chez les mi-lourds, vous savez, si vous écoutez les podcasts live et si vous écoutez aussi les anciens Radio Pirate Box, vous savez que pour moi, la vraie terreur des mi-lourds, le vrai boogeyman qu'on a tendance à oublier, mais c'est un peu de sa faute aussi, je vous explique, c'est Arthur Beterbiev. Arthur est une putain de terreur. C'était une terreur chez les amateurs. Réussir à passer KO sur KO chez les amateurs, ça vous montre le mec. Beterbiev est ce qu'on appelle un destructeur. Ça fait extrêmement peur à voir. Il a une carrière, il a rencontré. A-t-il rencontré un grand nom pour l'instant? Non. Il a une carrière compliquée chez les professionnels. Il arrive à Montréal, il est signé par le groupe Gym. Il va boxer beaucoup dans les réunions du gym, c'est-à-dire en sous-carte, notamment sous-carte de Adonis Stevenson pendant 2-3 ans en sous-carte. Ensuite, Alaimon arrive aussi à signer, à avoir un pourcentage sur lui, donc ce qu'on va voir beaucoup en 2015 dans les soirées PBC. Et puis, patatras, une vilaine blessure à l'épaule l'empêche de boxer pendant pratiquement un an. Et après s'être remis et après être de nouveau opérationnel, il est dans une guerre de tranchées avec son promoteur. Il veut se séparer de son promoteur, il ne veut plus faire affaire avec son promoteur, ce qui fait qu'il n'a pas de combat. Ce qui fait qu'il n'a pas de combat, Je me demande s'il va combattre avant la fin de l'année. Ce qui m'étonnerait, ça serait une surprise s'il arrive à combattre en fin d'année, ça serait bien, ça serait au moins un aspect positif pour finir son année, mais voilà, donc Arthur Beterbiev, on est sur pratiquement 1 an et demi de stagnation, de non-combat, et ça m'inquiète énormément. Le danger, la terreur, le potentiel énorme de ce mec en niveau boxe est indubitablement là. Je pense qu'il est toujours là, sauf que la question, le point d'interrogation qu'on peut mettre est maintenant. Où en est-il maintenant? Alors ça, on aura besoin d'un futur combat pour pouvoir le voir et pouvoir jauger. Voilà, alors je reste sur mon idée que Beterbiev, malgré toutes les embûches, malgré ce qu'il est en train de vivre, va finir par plier tout le monde chez les Milous. Il y a maintenant quelqu'un qui a le potentiel. Voilà, je dis bien le potentiel qui est simplement dans un début de carrière, mais qui
a le potentiel pour peut-être le battre ou lui proposer un combat de folie. S'il a une mentalité de guerrier, il va proposer un combat de folie et ça sera un combat de fou. C'est Anthony Yarde. Anthony Yarde, l'anglais, prodige. Imaginez un Roy Jones qui reste en face de vous, aussi rapide que pouvait l'être Roy Jones, chez les mi-lourds, un athlète énorme, pouvant vous passer 5 crochets fouettés, 7, 8, même 10 en un éclair. Anthony Yarde, une technique de boxe de dingue. Peut-être prend-il beaucoup de risques en termes de... Quand on pense à sa défensive, pour l'instant, il n'a le moins du monde souffert sur un ring. Il n'a pas rencontré grand monde, mais déjà tout le monde l'évite. Dernier combat en date le 16 septembre, il devait affronter un Canadien qui, après avoir donné son accord, bizarrement n'était plus d'accord. Voilà, donc je pense que ça c'est quelque chose qui va pouvoir beaucoup vivre dans sa carrière, c'est-à-dire des faux bons, des adversaires qui trouvent tous les prétextes pour l'éviter, puisqu'Anthony Yarde est un puncher. Anthony Yarde, chez les mi-lourds, peut tous les allonger, je pense déjà, mais il a encore de l'expérience trouvée. Il a une carrière ridicule chez les amateurs. Je crois qu'il a quelque chose comme 10 combats amateurs. Il est passé tout chez les pros. Et bref, on appelle ça un prodige. C'est excellent à voir. Bon, le gamin, puisque là on parle de prospect, hein, donc on parle de mecs qui sont nés début des années 90, ça me fait halluciner. Voilà, bientôt je pourrais être leur père, ce qui me rend très très vieux quand même, ça fait mal au cul, mais ce mec, pour en revenir, il a tout pour lui, et une seule chose est à voir, c'est en termes de défense, qu'est-ce qu'il peut proposer. Il n'a pas eu besoin de vraiment la sortir pour l'instant. Et en termes de menton, qu'est-ce qu'il peut prendre? Si la défense est là, si le menton est là, le combat contre Arthur Beterbiev serait un sommet de boxe hallucinant. Qui sera, je pense, et qui serait beaucoup plus technique que on le pense. Je pense que ce combat serait vendu comme un duel de punchers, ce qu'ils sont, mais ça sera un duel extrêmement technique qui sera un délice pour tous les gens qui s'intéressent à l'art pugilistique en tant que tel. On se comprend bien. Voilà, un sommet pour 2020 qu'on peut espérer, qu'on sent arriver, qu'on devine et qui sera énorme. L'année 2020 pourrait être aussi énorme. Allez, on continue. L'année 2020 pourrait être aussi énorme chez les poids lourds. Alors, chez ces mecs qui débutent leur carrière pro, je vois un duel qui pourrait être sublime, encore une fois, entre un puncher et ce qui devrait devenir un technicien, un tacticien. Et ce duel serait avec Daniel Dubois. Alors il a un nom qui sonne terriblement français ou francophone, Daniel Dubois, mais c'est un mec de Londres, c'est un Anglais qui a, je crois, même pas 20 ans, qui, si je ne me trompe, est déjà à 5 combats pro, une carrière comme Anthony Yarde chez les amateurs, ridicule, extra mini. Il en avait rien à foutre, il voulait passer chez les pros et il avait bien raison. Le promoteur c'est Frank Warren et j'apprécie beaucoup Frank Warren quand il sait travailler les jeunes boxeurs pour arriver à un stade de star dans leur sport, de star au niveau de la nation Royaume-Uni. Il arrive à faire des énormes stars en commençant dès le début. Et avec Anthony Yarde, Daniel Dubois est son autre pépite sur lequel il mise beaucoup, et je crois qu'il a raison de miser. Un pur puncher, un pur poids lourd puncher qui a l'air d'être très sérieux. Voilà, comme Anthony Yarde, sa vie, ils vivent dans le gym
7 jours sur 7, du matin au soir. Et il est programmé pour un championnat du monde. C'est sûr, il est programmé pour un championnat du monde. Et donc, et je pense qu'il est celui qui peut peut-être détrôner le champ. Mais en attendant, dans son parcours, je crois qu'il y aurait un très très beau combat à faire contre Tony Yoka. Ah oui, je l'ai sorti. Voilà, Tony Yoka, on en parle souvent dans les podcasts. On est parfois dubitatif, on est parfois critique, on est parfois enthousiaste, voilà. Mais Tony Yoka, qui lui prend un chemin aussi balisé pour le succès, promoteur derrière lui, Richard Schaefer, structure derrière lui, tip top, San Francisco avec la team de Ward et Virgil Hunter, tout est calibré, réglé, tout est fait au mieux pour lui là-bas. Il a fait, nous l'avions dit déjà, il a fait le très bon choix d'aller là-bas. Alors, le reproche qu'on peut peut-être lui faire, c'est que pour une première année professionnelle, Tony Yoka ne boxe pas beaucoup. Voilà. Il est pris dans quelque chose qui peut lui faire beaucoup plus de mal que de bien, c'est simplement que Tony Yoka est peut-être trop gros en termes de nom en France pour ce qu'il est actuellement. Comprenez-moi bien. C'est un champion olympique qui commence sa carrière pro. Et comme tout débutant en pro, il doit s'aguerrir, il doit emmagasiner de l'expérience. Comment tu dois faire ça? En boxant beaucoup. Est-ce que tu boxes des adversaires dangereux au départ? Bien sûr que non. Tu boxes des adversaires dont tu sais que tu vas gagner. Et dont tu sais que normalement tu dois finir le combat avant le limite. Voilà. Mais simplement, ce qui s'avère être le rythme de Tony, c'est simplement à peu près 2 combats par an pour l'instant. C'est pas beaucoup. Voilà, il boxe en tête d'affiche de réunion. Alors que tout prospect, c'est extrêmement dangereux de faire cela, puisque on l'empêche d'avoir du rythme. On lui empêche d'avoir du rythme. Il doit, voilà, s'il faut attendre 6 mois pour qu'il fasse un combat pro, à son début de carrière, ça va être long. Ça va être très très long. Et les autres derrière, dans le monde, ici, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, ils attendent pas beaucoup, ils attendent pas longtemps. Voilà. Donc, s'il en reste à ce rythme-là, en exagérant, voilà, en étant caricatural, l'année prochaine, à la même date, il serait seulement à 4 combats, quand un Daniel Dubois serait certainement à 10 ou 12 combats. Là, il y a un souci. Là, il y a un petit problème, il y a beaucoup de retard qui est pris, du retard qui se comprend, puisque comme c'est une tête d'affiche, etc., eh bien, en fait, il a un rythme déjà de champion. Mais malheureusement, on lui donne pas la tranquillité, l'espace pour boxer, en tout cas en France, pour boxer comme il se doit en tant qu'apprenti de la boxe professionnelle, c'est-à-dire boxer beaucoup et accumuler, emmagasiner au maximum de l'expérience. Voilà, ce qu'on lui souhaite à Tony, c'est qu'à l'étranger, s'il peut boxer aux États-Unis, qui boxe beaucoup là-bas pour accumuler des combats, grappiller le retard qu'il a pris, ce qui serait gérable, et faire sa grosse tête d'affiche pour les abonnés de Canal+. Voilà. Mais si il se met à niveau, je pense qu'une vraie demi-finale, comme il y avait dans les années 60, comme il y avait dans les années 50, une demi-finale mondiale, c'est-à-dire où les 2 gros prospects se rencontrent avant de prendre le champion du monde, eh bien je pense que ça sera ça. Je pense que ça serait Daniel Dubois contre Tony Yoka. Daniel Dubois, le puncher, Tony Yoka qui est déjà dans une boxe, bien sûr une boxe de poids lourd, donc une boxe qui punch, mais boxe beaucoup plus tactique, où
son modèle, le modèle de boxe à suivre, c'est André Ward, donc un André Ward des poids lourds. Ça serait une opposition de style énorme et finalement un sommet de boxe sans être un championnat du monde. Donc voilà, imaginons ça pour 2020. Alors l'année 2020, mes pirates auraient, on peut imaginer, 3 sommets selon le capitaine. Alors on va garder cette vidéo au chaud sur YouTube et en 2020, donc dans 3 ans, on la ressortira et on verra si on était très à côté de la plaque ou si on avait vu plutôt juste. Voilà, avec la piraterie de la boxe, a-t-on du flair ou s'est-on trompé comme des otaries bourrés à la bière? Nous verrons bien dans 3 ans. C'était une vidéo de prospective. Les amis, les combats s'enchaînent jusqu'à la fin de l'année 2017. Podcast live arrive aussi à rester branché sur la page YouTube, sur la page Facebook. Je vous dis, écoutez, bonne semaine, bon entraînement pour ceux qui vont s'entraîner. Et puis on se voit au podcast. Ciao mes pirates!